Camille de Toledo, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour une histoire du vertige, votre nouvel ouvrage paru chez Verdier. Alors, Camille de Toledo, vous êtes notamment l'auteur du livre Le être et le boulot, essai sur la tristesse européenne, et Thésée, sa vie nouvelle, paru chez Verdier en 2020, et d'autres livres encore, on va pas tout citer. Une histoire du vertige, c'est votre dernier ouvrage. De quel vertige s'agit-il ? Alors d'abord, j'étais venu ici en fait pour parler de bande dessinée, de Herzl, de Isaac Babel, donc je suis très très heureux d'être là encore avec vous. Le vertige dont il s'agit, d'abord ça part d'une expérience personnelle, parce que j'ai eu plusieurs dérèglements internes qui font que l'équilibre vacille, et notamment des histoires d'oreilles internes, donc ça fait longtemps que je vis avec cette condition vertigineuse, mais il se trouve que j'entends de plus en plus de gens depuis des années dire « oh là là, c'est vertigineux », et donc je me questionne sur cet état vertigineux de c'est notre... quand même un mot galvaudé quand on dit ça. De notre époque. Oui, j'essaie de le comprendre. Ça fait aussi, moi j'étais un passionné de Hitchcock et dans son vertigo, ce qu'on appelle l'acrophobie, la peur des hauteurs. C'est aussi un état que les médecins ont beaucoup de mal à comprendre, parce que c'est un état de vertige et a beaucoup de causes. Mais disons que le vertige, c'est un dérèglement des repères directs au monde qui font que l'on perd notre capacité à tenir. Notamment dans la verticalité, et donc en fait c'est ce qui en quelque sorte menace notre condition humaine, puisque c'est ce qui fait que nous sommes humains, c'est notre bipédie, nous sommes verticaux, nous sommes des êtres qui avons acquis la verticalité et donc une capacité à vivre dans le déséquilibre. Et le vertige dont il s'agit dans cette histoire, c'est un vertige qui est lié à toute mon histoire aussi, qui est celle d'un vertige de la langue. Pourquoi la langue ? Pourquoi il y a de plus en plus de gens qui disent « Ah, la langue politique ne tient plus. Ah, mais les représentations politiques ne vont plus. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce récit qui détruit le monde ?» Et donc, il y a à l'arrière de cette histoire-là une question sur le langage et sur la façon dont les histoires peuvent parfois sauver le monde et parfois le détruire. Donc, c'est vraiment ça, c'est cet état d'écart, de fossé entre les langages, les histoires, les narrations et la vie. Oui. Alors, une histoire du vertige, c'est également des œuvres qui vous ont marqué et qui ont marqué votre jeunesse, même si vous êtes encore très jeune, mais disons la prime jeunesse, et que vous souhaitiez évoquer, je pense entre autres à Don Quichotte. Oui, pourquoi Don Quichotte ? En fait, pour en tout cas pour comprendre ce vertige, j'espère que ça aidera celles et ceux qui le lisent à le comprendre. J'en passe par des œuvres littéraires. Oui, c'est ça, plusieurs. Enfin, j'aurais pu d'ailleurs, je vous l'avais dit hors studio, j'aurais pu partir aussi du narratif biblique, j'aurais pu partir d'un certain nombre d'activités narratives, de grandes narrations, et non. Vous allez peut-être le faire. On va peut-être le faire, mais parmi les grandes narrations, il y a en tout cas Don Quichotte. Et alors Don Quichotte, c'est le paroxysme, si vous voulez, c'est le premier. Je sais pas, parmi ceux qui nous écoutent, il y en a peut-être plein qui consomment des séries, des fictions, des films, qui lisent des livres, j'espère. Pas vous ? Et moi, je lis beaucoup de livres, mais je consomme aussi beaucoup de fiction. Ah oui, beaucoup, bien sûr. Et notamment, d'ailleurs, beaucoup de séries israéliennes, puisque les Israéliens excellent dans l'art de narrer le chaos et leur histoire contemporaine. Mais en tout cas, il y a chez Don Quichotte un peu l'annonce de ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire des dévorateurs de fiction. Le Quichotte, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de lire des romans de chevalerie et qui, pris dans une forme d'envoûtement, d'ébriété d'histoire, c'est-à-dire qu'il s'enivre de ces histoires au point qu'il en oublie l'expérience vécue, la vie, etc. Donc c'est vraiment la puissance transformatrice des histoires. Et donc, ce qui m'intéresse dans le Quichotte, c'est la manière dont, sans cesse dans le roman, il se relève en imaginant des fictions, en vivant dans ces fictions, un peu comme un fou qui croit plus à ses histoires qu'aux épreuves de son corps. Et puis il retombe. Donc sans cesse, il se relance, il se relève, il retombe. Sans cesse, il se relance, il relève, il retombe. Et il me semble que c'est une exacte image de l'histoire humaine. C'est-à-dire une histoire humaine qui sans cesse se prend d'histoire, s'enivre de ces histoires, se met à croire, je ne sais pas, au progrès, à la technique, à certains moments, ou à Dieu, à certains autres moments, enfin, à des narratifs auxquels il se tient, il s'accroche, jusqu'à ce que quelque chose le percute, une crise économique, un changement dans la science, et là, tout d'un coup, la foi, la croyance tombe d'une certaine façon, ça retombe. Et il se relève de nouveau, et de nouveau, c'est un élan fictionnel. Donc j'essaye de pointer ça,
C'est comme une philosophie de l'histoire appliquée à la narration et Alors justement, narration, vous en parlez beaucoup. Vous évoquez les, je vais mal le dire, les sapiens narens. Ouais, voilà, c'est ça. Dans l'accent latin, c'est les sapiens narens. Les sapiens narens. Voilà, là je l'ai bien dit. Voilà. Donc, je voudrais juste lire un mini extrait. Le texte de Borges, là vous parlez de Borges, porte en lui une certaine idée de l'histoire. Nous, les sapiens narens, je vais pas y arriver, nous produisons des récits de nouvelles habitations fictionnelles en reléguant d'autres dans le passé. Oui. Pourquoi ? Comment ? Alors, je me suis posé la question. Il faut prendre des exemples. Le XXe siècle commence avec vraiment une grande foi, une grande croyance, un grand narratif qui était le communisme. Oui. Progressivement. Vous en parlez beaucoup dans le livre. Parce qu'on est les enfants de ça. On est les enfants de la fin de cette carte du communisme. Mais j'ai l'impression que, je m'excuse, je vous interromps, que vous en êtes encore plus conscient de par le fait que vous vivez à Berlin. C'est possible, mais en fait, je crois que c'est peut-être aussi la poule et l'œuf. C'est peut-être que je suis parti à Berlin pour aussi mesurer ça, pour vivre dans l'intensité de ça. Mais malgré tout, je pense que quand même, on est tous les enfants de la chute du mur de Berlin. On porte encore des mémoires du XXe siècle, et donc on sait qu'il y a eu ces grandes cartes, donc la carte du communisme entre autres, qui s'est effondrée. Mais il y en a eu d'autres. Pour le peuple allemand, il y a vraiment eu une carte abominable, effarante, d'envoûtement narratif, qui était la carte du totalitarisme, du nazisme en fait, qui a conduit à des exactions et des meurtres de masse. Oui. Et donc, à chaque étape de l'histoire humaine, il y a des formes comme ça de croyances, mais je pourrais revenir au moment où on découvre le Nouveau Monde, 1492. Avant, on croit que la Terre est le centre du monde connu et de l'univers, en fait. Et progressivement, ça se descend, parce que la science vient percuter un système de croyance, un système de représentation. Et donc ça, j'appelle ça des habitats narratifs. Et on ne cesse d'aller d'habitat narratif en habitat narratif, et parfois on percute quelque chose qui fait que l'habitat narratif se dissout. Je disais en entrant dans le studio, les grandes religions sont des habitats narratifs. Le narratif chrétien, c'est une forme de croyance. Le narratif biblique juif est une forme d'habitat qui repose sur des croyances, sur parfois des faits avérés, mais qui est à la frontière du mythe, du récit, de l'enquête. Et donc, ça vous fascine ? Ce qui me fascine, c'est la façon dont nous habitons ces histoires et dont nous faisons parfois l'erreur de vouloir que le monde, la vie, coïncide exactement avec l'histoire. En Israël, en ce moment, c'est particulièrement flagrant. Le gouvernement est porté parfois par des gens, là, celui-là, là, très réactionnaire, est porté par des gens qui veulent que la carte biblique coïncide exactement avec l'expérience vécue et le territoire, en fait. Alors que l'expérience juive... des milliers d'années après, Des milliers d'années après. Alors que l'expérience juive, c'est au contraire, c'est l'écriture du Talmud à Babylone, c'est l'écart entre le narratif et la terre. Il y a toujours un écart. Moïse n'arrive pas en terre promise. Il n'y accède pas. Donc, en quelque sorte, l'Éternel lui dit, voilà, il y a un écart entre le narratif que je t'ai confié, savoir revenir, et là où ça s'arrête. Et c'est cet écart que nous habitons. Et dès qu'on oublie, on produit de la violence, d'une certaine façon. Alors, vous écrivez également « Le monde a connu 2 guerres mondiales, le creusement partout des sous-sols pour maîtriser les ressources énergétiques, une entreprise industrielle de destruction d'un peuple, des techniques du pouvoir déployées par des régimes qui, au-delà du contrôle des sociétés, ont enrégimenté la nature tout entière. » La nature, vous en parlez à plusieurs reprises dans le livre, et je me suis dit, mais jusqu'à quel point, finalement, ce livre n'est-il pas un livre écolo également ? Alors, il l'est, parce qu'en fait, il l'est totalement. En fait, on l'est tous. Il y a certains, parfois, qui emploient le terme d'éco-critique. On l'est tous. C'est-à-dire, moi, une de nos grandes questions contemporaines, c'est comment, par nos histoires, par nos foi narratives, on a réussi à détruire des pans entiers de la Terre, en fait, et notamment des grands équilibres écosystémiques. Donc, le rapport entre le langage et la destruction du monde, c'est quelque chose qui nous questionne. Et c'est pour ça que je dis parfois le langage, les narrations, les histoires sont des pharmacones. Avec un mot, on peut sauver quelqu'un ou on peut le détruire. La langue que Klemperer étudie, la langue du totalitarisme, c'est une langue qui tue. C'est un langage qui tue, c'est un envoûtement narratif qui tue. Au contraire, quelqu'un qui va chercher à donner, par exemple, comme j'ai essayé de le faire, des droits aux entités de la nature, aux écosystèmes, aux rivières, va essayer de sauver
quelqu'un, quelque chose, une entité vivante en fait. Donc par les mots, on tue et on sauve à la fois. Et très souvent, les écrivains sont dans l'oubli du fait que le langage tue. Et ce livre-là est aussi une grande interrogation sur comment est-ce que nous avons détruit la Terre par nos langages. Un algorithme, le langage du capitalisme, le langage de l'économie politique, c'est souvent un langage qui tue ou qui détruit. Si je dis telle forêt, c'est juste du stock, c'est pas des vies, c'est pas un système forestier, c'est pas un système de captation. Si je réduis la chose à c'est un objet, alors je vais pouvoir le détruire. Et donc, par nos encodages, par la manière dont on construit nos récits et nos habitations, nos habitats narratifs, on peut détruire. Et là, on est en train de détruire la Terre. C'est sûr. Et vous n'avez pas l'impression qu'il y a une prise de conscience quand même collective qui fait qu'on la détruit moins que, par exemple, il y a 10 ans ? Alors, non. Alors, je ne parle pas au niveau étatique, je parle plus au niveau individuel. Enfin, il y a une prise de conscience, mais en fait, notre grande question collective, qui est une question aussi narrative et politique, c'est comment est-ce que nous changeons les termes de notre habitation ? Comment est-ce qu'on se raconte notre histoire autrement ? Et pour moins détruire. Parce que tant que les règles du capitalisme sont en place telles qu'on les a posées, c'est-à-dire on peut exploiter la nature, on voit bien, les rapports du GIEC changent et transforment entièrement la manière qu'on a de nous raconter les histoires. Oui. Maintenant, on sait que quand on prend l'avion... oui, on n'en parlait pas il y a quelques années. Et donc, par le savoir, ça c'est ce que j'appelle percuter. On était dans un récit de toute puissance, on était dans un récit vraiment très prométhéen. Nous allons contrôler la nature, nous en ferons des merveilles, nous allons acquérir plus de puissance, nous conquérerons l'espace, etc. Et aujourd'hui, on se heurte à des limites, si bien que notre narratif du progrès est en train de changer. La question, c'est à quelle vitesse et comment pour pouvoir continuer à habiter cette planète dans les générations. Alors, un livre à découvrir absolument passionnant qui touche à de nombreuses problématiques actuelles et puis surtout un style qui vous est très particulier, une rédaction, un niveau de langue assez exceptionnel, comme on a l'habitude de vous lire Camille de Toledo. Quelle est la question à laquelle vous aimeriez répondre sur ce livre ? Et ce sera ma dernière question. C'est aider en tout cas mes contemporains, celles et ceux qui le lisent, à se placer dans les temps, à comprendre pourquoi ils croient à des histoires et pourquoi ces histoires peuvent à chaque instant sauver ou détruire les vies. Eh bien, j'invite nos auditrices et nos auditeurs à lire le livre de Camille de Toledo, Une histoire du vertige, paru aux éditions Verdier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et à travers vos mots, je pense qu'on sent un petit peu votre prochain ouvrage arriver et on a hâte de le voir publié. Merci, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.